Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Dès le milieu du XVIIe siècle et jusqu'en 1974, des milliers d'enfants, environ 350 000, ont été envoyés de force, entre autres, vers l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou même la Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, pour y peupler ces morceaux de l'Empire britannique devenus Commonwealth après les premières indépendances d'un bon stock de Britanniques blancs, nous raconte un article paru dans Libération du mardi 28 février. Cet épisode caché de la politique coloniale et post-coloniale britannique fait l'objet, depuis le début de l'année, d'une vaste enquête indépendante qui devrait durer 5 ans à l'initiative de l'Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. Le premier volet de cette enquête concerne l'Australie. Ainsi, entre 1946 et 1974, c'est pas moins de 10 000 enfants qui furent envoyés souvent vers des congrégations religieuses isolées et se sont retrouvés contraints à des travaux forcés, battus, violés, de manière si systématique qu'on peut parler d'un fonctionnement quasi institutionnel. Ces enfants n'étaient pas tous orphelins. Certains étaient issus de familles monoparentales, beaucoup de familles pauvres, arrachés à leur environnement quotidien contre la promesse d'une vie meilleure, sans qu'un consentement formel ne soit demandé aux parents. Des organisations comme Barnardos ou Fairbridge Society prirent en charge ces enfants avant de les abandonner aux bons soins d'institutions souvent donc religieuses. Dans son livre Les enfants oubliés, David Hill, 12 ans lorsqu'en 1959 il fut envoyé avec ses deux frères à Fairbridge Farm School en Australie, estime à 60% des enfants ainsi exilés qui ont été sexuellement abusés. En 2009, l'Australie présenta des excuses officielles aux survivants, suivies du Royaume-Uni l'année suivante, en 2010, excuses de peu de poids au regard des premiers résultats de cette enquête, en train de démontrer que ce scandale était connu des autorités britanniques et australiennes depuis au moins la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne pourrons jamais réparer le mal fait, témoignait cette semaine David Hill, un historien plutôt reconnu en Grande-Bretagne, devant les initiateurs de cette enquête hors norme. Mais ce qui est important, continue-t-il, pour les survivants de ces abus sexuels, c'est que les coupables soient nommés. Beaucoup d'entre eux sont morts et échappent ainsi à la loi, mais cela serait un énorme réconfort pour les victimes qu'ils soient nommés et ainsi déshonorés. Et après ça, certains hommes politiques, intellectuels, polémistes, ici et ailleurs, continuent à nous bassiner avec les bienfaits autoproclamés de la colonisation. Au secours. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Un Caramel Mou qui, depuis l'inondation de Radio Campus le 13 février dernier, est devenu une émission itinérante sans domicile fixe. Ainsi, après avoir posé ses valises la semaine dernière à Radio Montpaïs, nous voici aujourd'hui dans un studio de Radio, radio associative toulousaine, calée sur les 106.8 de la bande FM. Un studio où nous pourrions poser nos valises pour quelque temps. Merci donc à eux. Du coup, pour fêter l'événement, c'est une équipe de rêve qui s'apprête à entrer en scène ce soir avec, par ordre d'apparition, Perrine Crubilé pour un nouveau plan Bonne Bouffe, Lucas Lemoff et sa chronique de l'ère du temps, Boris Georgelin pour la BD, Manu Muret et Jean-Pierre Lérac, notre caution morale et artistique, pour une nouvelle page de jazz bizarre, Fred Thibault pour la séquence de cinéphilie décalée, et enfin, nous terminerons avec Pierrick Rouquette pour une nouvelle chronique sauvage et tonitruante. Une équipe de rêve, je vous dis. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine,
Après avoir célébré la mémoire de son grand-père républicain espagnol pendant la guerre d'Espagne, continue avec l'adaptation de quelques chants de lutte de cette même République espagnole de 36, version punk. David Jiménez remet le couvert avec son groupe El Comunero pour un troisième album plutôt rageur. Si le fond reste le même, la célébration de la révolte et des justes et également de l'antifascisme, El Comunero continue à puiser dans le répertoire antifranquiste espagnol, mais aussi, et cela c'est plutôt nouveau avec cet album, dans ce que l'on a appelé dans les années 60 et 70 la nouvelle chanson latino-américaine. Pour le reste, les chansons évoluent dans un latin rock plutôt de bon aloi, enrichi de sonorités balkaniques et de riffs de guitare plutôt ravageurs. On écoute tout de suite El Comunero, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, des Chiliens de Guilapayún, extrait donc du dernier album d'El Comunero, Les Sons de la Barricada, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión, la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. La patria está forjando la unidad, de norte al sur se movilizará, desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Cantar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo, el pueblo, el pueblo jamás será vencido, el pueblo unido 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 jamás será vencido. Qu'est-ce que c'est? Caramel Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou, mais cette fois enregistré dans les studios de Radio Radio. Vous le savez, Campus a baigné dans 50 cm de flotte il y a une quinzaine de jours et le studio ne s'en est toujours pas remis. N'empêche, on va continuer à faire cette émission et par exemple à prendre régulièrement des nouvelles de Perrine Crubillet qui, pour nous, arpente régulièrement les rues de Toulouse afin de nous trouver un bon restaurant pour aller manger juste après l'émission ou à nous en déconseiller les mauvais. Bonsoir Perrine. Bonsoir, alors je suis dans la deuxième catégorie ce soir. Ah, ben, Voilà. Vous avez le droit aussi. C'est pour vous en déconseiller un mauvais, que je ne citerai pas tout de suite, ou peut-être pas du tout. Oh, ben alors non, sinon ça, sinon ça sert à rien si vous ne le citez pas. Bon, enfin, Joe Kangourou, ce soir, je vous mets au régime. Hein. Pour le bon déroulement du timing de ce caramel mou, je change la consistance de ma chronique. C'est la chronique du régime paléolithique. 40 000 ans avant notre ère, hein, pas de crème, point de micaline, c'est l'heure des chasseurs-cueilleurs. Et même si les querelles de clochers font rage entre le cru et le cuit, il est question de protéines et de produits bruts. Vous l'aurez compris, je cherche à vous embrouiller, eh bien je me laisse démasquer. Je l'assume car par gourmandise, je pêche sans culpabilité. À l'occasion de cette chronique, j'ai découvert que j'étais paléo dans la tête, mais pas dans l'assiette. En vrai, j'aime les graines, les produits non transformés, les fruits et les légumes de saison, les malversations ingénieuses qui transforment l'eau de pois chiche en meringue et les courgettes ou l'avocat en beurre pour les gâteaux au chocolat. Mais en réalité, j'aime la purée de céleri rave à base de crème et de beurre. Et le pain frais de mon boulanger de campagne, même si à l'usage j'en pète. Même si je mélange ingénieusement légumineuses et céréales nobles pour équilibrer le besoin en protéines de ma fille qui refuse de manger de petits animaux, je ne peux pas m'empêcher de lier tout ça avec du roquefort fermier fondu. Je prends ma dose d'huile pressée à froid et bio hebdomadairement sous forme de pilule. Oui, j'avoue, je pense à ma santé. Et mon cœur, par culture, se ferait bien une cervelle à hypersil et beurre. Bref, je tente un thé noir pour mon capital bonheur au détriment de mon fer. Je dose mon thé vert pour la régénérescence de mes cellules. Avant l'apéro, je mange religieusement les 10 amandes indispensables à la réduction de l'acidité qui va provoquer l'alcool dans mon estomac. Pas de bière, non pas de bière. Pas de blanc, normalement pas de blanc, sauf pour participer au protocole de ce caramel mou. Seulement du rouge ou de l'alcool fort avec le paquet de cigarettes du soir, mais seulement le soir tard quand je bois. Bref, au réveil, mon jus de citron pur pour le bon fonctionnement de mon foie et pourquoi déjà puis des tartines de galettes de blé soufflé avec du ghee, beurre clarifié et un œuf mollet, tout va bien. Bon, dans quelle étagère déjà ? Ah oui, au paléolithique, un régime certainement bon pour les maladies auto-immunes, hein, paraît-il. Les performances physiques, une cuisine vitale peut-être, gourmande, ça reste à prouver. Non, il ne suffit pas d'assembler des produits sains pour faire de la cuisine un plaisir créatif et gustatif, sans défendre les bons chefs pourtant. Mais il faut du talent. La contrainte demande une exigence et une qualité dont on ne semble pas disposer le restaurant qui m'a amené à cette chronique draconienne et rancunière. Je le cite. Ah ben oui, donc ouais. Où est-ce qu'on peut manger paléo à Toulouse ? Alors on peut manger paléo à Silex et Fourchette, qui est en réalité le Au Bohème Bar, Grand Rue Saint-Michel, qui se transforme en restaurant à midi. Voilà. Et il faut pas y aller. Faut pas y aller, quoi. Enfin, voilà. Et finalement, rien ne vaut à midi qu'une bonne entrecôte de vache Salers. Je pense qu'il pourrait en manger, mais en fait, c'est que ça se fait pas comme ça. Enfin, on cuit pas une entrecôte comme ça. Enfin, je veux dire, tout s'apprend en fait. C'est un métier. Assembler des produits, c'est assez important. Il faut savoir le faire. Et il faut savoir le faire bien. Voilà. La cuisine, c'est un art. Allez, rappelez-nous cette adresse qu'on déconseille. Et donc, c'est Silex et Fourchette, Grand Rue Saint-Michel. Donc, on peut aller manger partout où on veut à Toulouse. Mais sûrement pas là. Sûrement pas là. Et pour rebondir musicalement à cette situation inédite, une chanson me vient en tête. Let the sun shine in, let the sun shine. Et voilà, bref. Ça y est, elle est partie. Et on la retrouve dans 15 jours. Bon, il paraît que ce soir, vous nous amenez dans un restaurant que nous allons tous découvrir. Alors, j'ai décidé, ce soir, on fait une chronique ensemble. On va faire une chronique ensemble. C'est la première fois que je vais y aller. C'est chez Yannick. En plus, on est suffisamment nombreux pour goûter plein de plats, ce qui m'évitera d'y aller 2 fois. Bon, mais formidable. Vous aurez le résultat des courses dans une quinzaine de jours. Merci Perrine. On passe tout de suite à la suite. Bon appétit. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou.
Et la suite, c'est Lucas Lemoff. Lucas Lemoff avec sa chronique de l'ère du temps qui passe. Il y a une quinzaine de jours, il nous avait dit tout le bien qu'il pensait de l'humour trumpiste. Aujourd'hui, apparemment, la chronique parle de blanc. Oui. Et sûrement pas celui que l'on est en train de déguster. Vous allez voir. Parce que ce soir, c'est la première fois que je reviens dans l'émission depuis qu'une méchante rupture dans les canalisations a décidé d'inonder joyeusement les locaux de notre station de radio habituelle, devenue inutilisable pour le moment. Alors, je me voyais aussitôt en chômage technique, faute de locaux, mais Joe Kangourou, vous m'avez appelé et pour me dire que l'émission se ferait quand même, mais ailleurs, et que j'étais invité à y présenter une chronique avec mes coreligionnaires. Le problème, c'est que je ne savais absolument pas de quoi parler. J'ai ouvert mon éditeur de texte sur mon ordinateur, mais rien. Rien ne venait, pas un pet d'inspiration, juste cette fichue page blanche devant moi. Je me suis dit, attends un peu, avec un peu de chance, l'ordinateur va se lasser, il va commencer à bosser tout seul, il va faire apparaître des mots, des phrases, des formes, des images, j'en sais rien, mais non. Déjà que quand je dis à mon portable « appelez maman », il me dit qu'il ne comprend pas ce que je lui demande, ce qui a d'ailleurs pour conséquence que ma mère me demande pourquoi je ne l'appelle pas plus souvent. Alors imaginez bien mon ordinateur en train d'écrire à ma place sans requête de ma part. Et sur mon écran, la page est restée désespérément blanche. Et au bout d'un moment, à force de fixer ce blanc, décidément très blanc, j'ai fini par me demander si j'avais déjà vu quelque chose de vraiment blanc dans ma vie. Le noir, oui, ça, on connaît. Quand on est dans une pièce avec les volets fermés en pleine nuit et qui fait tout noir au point de se cogner le coude sur le bord de la table de nuit parce qu'on essaye de rallumer la lampe de chevet, là, on voit bien ce que c'est que du noir total. Et on le voit par comparaison à un film à l'écran, par exemple, quand à la fin du générique, le fond noir n'est pas aussi noir que quand on se cogne le coude. Bon. Mais le blanc total, pas sûr. J'ai l'impression que rien n'est jamais vraiment blanc. Ni la bière blanche, ni le boudin blanc, ni le chocolat blanc, ni le jambon blanc, ni le raisin blanc. Rien. Ni même la peau blanche n'est vraiment blanche. Les blancs sont aussi blancs que les noirs sont noirs. C'est-à-dire pas, en fait. Alors, à quoi bon s'en servir? Ça nous éviterait bien des problèmes. D'autant plus que lorsque quelqu'un se trouve être un peu pâlo, et donc plus blanc qu'il n'est blanc habituellement, c'est-à-dire pas très blanc, suivez, je ne vais pas prendre des notes pour vous, eh bien, aussitôt, on vient lui faire la remarque « Oula, t'es blanc ». Bon, même le supposé monochrome carré blanc sur fond blanc de Malevich ne déroge pas à la règle. On y voit clairement un carré pas vraiment blanc qui se distingue très bien du fond qui n'est pas plus blanc non plus. Alors on pourrait se dire que le blanc n'existe pas matériellement, physiquement, qu'il est avant tout un symbole. Et c'est vrai, après tout, le blanc c'est la pureté, la virginité, la naïveté. Le blanc c'est le neuf, la nouveauté, ce qui n'est pas encore altéré. Et si certains aujourd'hui revendiquent le bulletin blanc comme quelque chose de nécessaire, comme un nouveau départ, comme la réécriture de l'histoire sur une page blanche, on efface tout et on recommence, d'autres préféreront volontiers y apposer leur nom noir sur blanc, comme ce jeune banquier blanc-bec qui croit pouvoir bénéficier d'une carte blanche tout en encaissant les chèques en blanc de ses copains en col blanc, comme ce vieux loup blanc de la politique qui refuse de hisser le drapeau blanc et qui croit montrer patte blanche en s'auto-blanchissant. Mais c'est cousu de fil blanc, et même si l'un des deux fait chou blanc, que ce soit l'un ou l'autre, finalement, ce sera soit blanc bonnet, soit bonnet blanc. Parce qu'on le voit bien, tout n'est pas blanc-blanc. Même le mariage blanc, qui désigne certes un mariage non consommé, sorte de mariage vierge, en somme, et qui désigne également un faux mariage, un mariage de complaisance, une union factice, qui cache une autre intention. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Et malgré leur célèbre tenue blanche, ni Elvis, ni Eddie Barclay, ni Jean-Paul II n'étaient des saints. Quoique pour le dernier, si, en fait. Mais on ne peut rien attendre du blanc. Le blanc, c'est traître, c'est volatile. Contrairement à ce qui annonce la couleur, le blanc, lui, n'annonce rien. Ou plutôt si, enfin, il annonce toutes les couleurs, comme diraient les physiciens, mais c'est tout aussi déroutant. Jusqu'à ce qu'on y mette le pied à en mouiller le bas du pantalon, la neige apparaît toujours aussi innocente qu'un lit de plumes douillet. La mousse blanche de la bière ou du champagne ne reste jamais dans le verre, et l'écume finit toujours par disparaître entre les grains de sable. Un jour, lors d'un vol entre Lille et Toulouse, j'étais assis à côté d'un enfant de 6 ans à peine, qui montait probablement pour la première fois dans un avion et qui ne semblait pas très rassuré par la chose. Je sentais bien qu'il avait besoin de parler pour exorciser sa petite angoisse, et à mi-parcours, il me demande « Eh monsieur, est-ce qu'on peut marcher sur les nuages ?» Je me suis vite retrouvé embarrassé entre deux types de réponses possibles. « Tais-toi petit con, m'appelle pas monsieur et laisse-moi dormir » ou « Oh, que c'est mignon, laisse-moi dormir ». Finalement, je n'ai opté pour aucune de ces deux solutions, et j'ai tenté de lui répondre, malgré une moyenne générale de 6,5 en physique-chimie sur toute ma scolarité, et une soirée surtout très arrosée la veille. Je lui ai donc dit, de but en blanc, « Eh non, les nuages, c'est de l'eau. Si tu essayes de marcher dessus, tu tombes. » Je l'ai senti aussi déçu par ma réponse que je ne me sentais plus trop sûr de cette dernière. Parce que c'est vrai, c'est tout de même étrange de se dire que quelque chose d'opaque, qui semble avoir la consistance d'un bout de coton, n'est jamais qu'un peu de flotte condensée impossible à saisir. C'est dans nos rêves ou dans la représentation collective du paradis qu'on s'imagine en train de marcher sur les nuages. Mais la réalité nous rattrape toujours et on sait que si on pose le pied sur ce foutu nuage, on tombe.
Et un peu plus de 2 semaines, c'est pas la pluie qui est tombée sur Campus FM, mais c'est de l'eau, un torrent d'eau tout droit venu d'une canalisation explosée par la négligence humaine. Un torrent qui a envahi les locaux d'une radio au sous-sol d'un immeuble de la rue des Lois, mettant fin en quelques minutes à des années de tranches de vie radiodiffusées. Alors, en attendant de retrouver de quoi écrire, ou plutôt raconter sur la future page blanche de la station, nous nous retrouvons ailleurs en se disant qu'on réempruntera avec joie les escaliers qui descendent vers nos studios habituels et qu'on trinquera à nouveau à une toute nouvelle radio autour d'un verre de vin blanc, bien évidemment. Évidemment. Donc, 2 informations dans cette chronique. D'abord, Lucas Lemoff a un art consommé pour revenir sur ses pattes. Et puis, Lucas Lemoff est allé à Lille. Et là, je dis, quel homme courageux. Carapé per Audi, Luca d'une allée, réclame d'une cop de fusil, recueil d'une pensar, contemplar, lucos du mai, tutto solo, tutto redo, vittore. Voilà, c'était Artus, extrait de leur nouvel album Artus, qui viennent de fêter l'ours avec cet album qui s'appelle Horse, sorti le 10 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, et avec cet album Artus, ex-Familia Artus, mix musique occitane et musique actuelle, avec, vous l'avez compris, un rock plutôt lourd. Artus, Horse, nouvel album, c'est Caramel Mou, et c'est à mieux, comme on dit, à ce moment-là de l'émission. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries?
Et les conneries, ici, c'est Boris Georgelin qui nous les raconte. Bonsoir, Boris Georgelin. Merci pour cette C'est pour ce lancement formidable. incipit. Voilà, beaucoup d'à-propos et de classe dans ce lancement. Par contre, on vous a demandé un exercice un peu compliqué pour vous ce soir, c'est-à-dire de nous faire qu'une chronique de BD, alors que d'habitude, vous arrivez avec les bras chargés de bandes dessinées. Mais c'est vrai que là, on vous a demandé, enfin, je vous ai demandé, cette fois, de n'en faire qu'une au vu du nombre pléthorique de chroniqueurs autour de cette table dans les studios de Radio Radio. Je m'inscris dans la tradition oulipienne, donc de la contrainte va pouvoir naître quelque chose d'intéressant. Moi, je suis d'accord. Enfin, je suis sur les pattes de Raymond Queneau, évidemment. Eh bien, évidemment. Vous m'avez quand même, je trouve, été un petit peu léger, donc au-delà de cette introduction malhabile, mais bon, vous êtes coutumier du fait en 20 ans, c'est pas tellement étonnant. Vous manquez singulièrement de respect pour des gens qui sont chez moi, finalement. Vous êtes chez moi ici, vous le savez ou pas? Eh bien, on l'a appris quand on vous a vu arriver chez vous ici. Oui. On s'est dit, tiens, mais il y a ses habitudes. Déjà, vous pouvez m'appeler président, parce que je suis le président de Radio Radio Plus. C'est vrai. Oui. Donc, c'est à vous Donc, vous êtes littéralement chez moi. Et donc, on vient chez les gens, on ne met pas ces sales artiches, ces sales pieds, ces sales trucs sur la table. On se comporte un petit peu mieux, monsieur Jean-Pierre, tenez-vous. D'accord ? Donc, je veux un petit peu de respect. Eh bien voilà, et c'est bien pour ça que dorénavant, nous allons l'appeler le régisseur. Bon, est-ce que... Non, mais tout ce que je dis est authentique. Mais oui. On ne peut pas le voir, mais comme dans les phylactères, il y a une astérisque en haut à droite, et en bas, il y a écrit authentique. Voilà, donc vous le verrez, puisque pendant que Boris est en train de parler, nous sommes en train de le prendre en photo et de le filmer, et je pense que ces photos finiront quelque part. Boris, on parle BD maintenant ? On m'appelle président, donc vous m'appelez président. Radio Radio Plus, c'est une radio qui est dédiée aux seniors, donc bientôt peut-être, justement, Jean-Pierre sera concerné et fera partie de notre public cible. Au moins du conseil d'administration. C'est une radio qui émet le matin sur 106.8, sur la fréquence qu'il partage avec Radio Radio, donc je dis effectivement que vous êtes vraiment chez moi. Et ça, c'était pour la page, parce que évidemment, il n'y a plus de respect, donc on va tourner la page du respect. Voilà. C'est le mépris le plus élémentaire, le plus abject. Mais ce n'est pas grave. J'ai eu l'habitude, en vous fréquentant, je sais ce que ça signifie, ça ne me gêne plus aujourd'hui, j'en ai fait le deuil, et je vous accueille avec bienveillance. Et que vous en soyez remercié. Hosanna au plus haut des cieux. Haute Picot, chez Dargaud, idéal standard. Haute Picot, j'en parle de temps en temps. Ah non, vous en parlez même régulièrement. Et si je me souviens bien, vous nous aviez même organisé une interview téléphonique avec Haute Picot. Oui, vous avez bonne mémoire. Ah ben oui, j'en garde un excellent souvenir. Très intéressant, effectivement. C'était à l'époque où, je pense, c'était dans le blog qu'il faisait à trois mains avec Boulet, qui s'appelait Chicou Chicou. Et c'était, bon, c'est quelqu'un qui a, disons, un style assez évident, mais c'est surtout la reine. On a l'impression qu'elle a fait de l'animation, du dessin animé, tellement c'est fluide, tellement c'est joli, tellement ça a l'air simple. Donc il y a, comme souvent, ce qui a l'air simple, il y a une belle maîtrise de la technique, et au service d'une histoire très intéressante, c'est l'histoire des normes et des sexes. Donc on dit comme ça, on dit, oh là là, c'est un truc un peu pénible, qu'est-ce de quoi il parle? En fait, en quatrième de couverture, parce que bon, évidemment, j'improvise mes chroniques, donc je ne vais pas me fouler. Comme d'habitude. Claire, infirmière trentenaire, voit défiler ses relations amoureuses en désespérant de construire un couple, le vrai, le bon, l'idéal. En choisissant de vivre avec Franck, elle croit enfin y être arrivée, mais la réalité standardisée de ce qu'il attend n'est pas à la hauteur. Alors Claire est une infirmière, effectivement, pleine d'allant, une fille normale, et elle travaille en service de néonatologie, donc... En plus, elle fait quelque chose de bien. Dans un grand hôpital ? Non, visiblement dans une unité de soins, mais ça nous dit quand même en creux beaucoup de choses sur elle, parce que par rapport aux hommes qu'elle va fréquenter, qui sont moins dans le don de soi et dans l'abnégation, on voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. Il y a de l'empathie, là. Il y a de l'empathie. La question sous-jacente, c'est l'imposition des normes sociales. C'est-à-dire, voilà, l'horloge biologique, elle va voir la gynéco qui lui dit, bah voilà, sur la courbe de la fertilité, vous êtes plutôt là, donc la courbe descendante, la pression des copines qui se mettent en couple. Ah, c'est beaucoup mieux timbré comme ça. Là, pardon, je vais mettre en face du micro, essayer d'être un peu professionnel. Oui, c'est le b.a.-ba du métier, président. C'est le b.a.-ba du métier. Évidemment, je suis appelé à des démarches un peu plus administratives. J'ai un petit peu perdu le fil de cette belle pratique que vous maîtrisez à la perfection. Voilà, ne perdez pas le fil de votre chronique. Non, on y retourne. Et donc, justement, c'est l'imposition des normes sociales. Voilà, il y a plein de choses qui se conjuguent pour lui faire ressentir qu'à 32 ans, il serait peut-être temps qu'elle s'installe pour de vrai avec un Jules. Et on s'aperçoit qu'en fait, je sais pas, je crois que
les hommes de 30 à 40 ans sont des connards. Ah ouais. Sans vouloir essentialiser ou généraliser, mais voilà. Donc, elle voit par exemple ses copines et ils lui disent qu'elle est trop exigeante. Alors, exigeante, moi. Alors, explique-moi pourquoi je me fais juste jeter par la terre entière. C'est parce qu'on dirait que tu n'as besoin de personne. Les mecs ont besoin d'être valorisés, de se sentir forts. Il faut leur montrer qu'on a besoin d'eux. Moi aussi, j'ai besoin d'être valorisé. Oui, mais nous, c'est pas pareil. J'essaye de t'expliquer les subtilités de la répartition hétérosexiste. Le rôle de la fille est de conforter à tout prix le garçon dans sa croyance en sa virilité. Ouais, il faut simuler en permanence, quoi. Finalement, c'est ça. Et elle va rencontrer donc, à un moment donné, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Franck. Elle va lui faire un « tu me suis, je te fuis » ultra classique parce qu'il n'intéresse pas vraiment. Et dès qu'il voit que, finalement, ça marche, dès qu'il voit qu'elle lui résiste, il a forcément envie de la connaître. Et puis voilà, ils vont s'installer ensemble dans l'appart de Franck puisque lui, il est ingénieur. Ces conneries de filles d'infirmière, ça va 2 minutes, quoi. Hein, la vie, on sait ce que c'est. Voilà, c'est un peu ce genre de gars. Alors, en fait, non, ce qui est intéressant sous un couvert un peu de chronique sociale et des choses un peu légères de relations hommes-femmes, elle va distiller Aude Picot 2-3 petits trucs justement sur le genre et sur la norme, quoi. Et donc voilà, on a des parties qui sont très très sensibles sur son rôle en néonate et comment les parents s'approprient justement les grands prématurés et comment construisent le lien avec l'enfant. Et après tout de suite, non, on va pas lui mettre ce bonnet rose parce que ça fait fine, on va lui mettre le bonnet bleu. Il y a des petites choses qui sont glissées, quoi. C'est vachement intéressant, quoi. Par exemple, elle est à un bar avec une de ses amies. J'arrêterai là les citations parce que sinon ça devient un peu un bouche-trou un peu facile. Elle voit une jeune fille assez apprêtée et donc Claire, l'héroïne, dit elle sait se mettre en valeur quand même. Et sa copine lui dit je n'appelle pas ça se mettre en valeur. Épilé, rasé, gommé, crémé, décoloré, shampouiné, après-shampouiné, peigné, maquillé, régimé, looké, customisé. À ce niveau, ce n'est plus du narcissisme mais du dégoût de soi. Je te parie qu'elle se parfume aussi la chatte. Hein ? Tu connais pas le déo parfum intime ? Le truc qui donne des mycoses, là ? Ça me déprime. Le sexe féminin est considéré comme impur par tant de traditions que les femmes ont intériorisé ce complexe. Certaines sont si inquiètes que leur sexe soit laid ou pu qu'elles sont incapables d'apprécier un cunnilingus. Au moins, on leur en fait un. Donc voilà, c'est-à-dire c'est que il se passe des choses sous couvert de dire des... Vous voyez, c'est un peu légère. Il y a des messages féministes qui passent et qui passent d'autant mieux que ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Pardon pour l'analogie. Oui. Voilà. À un moment donné, il se rend compte, elle est avec son mec, je continue, lui, il a très peu d'écoute sur son plaisir à elle, on va dire ça poliment. Donc, elle se sent quand même obligée d'un moment donné de lui dire que depuis qu'elle est avec lui, elle n'a jamais eu de jouissance, elle n'a jamais joui. Donc, ils sont au terme d'une relation toujours très expressive avec Aude Picot, c'est vraiment, on se croirait dans un dessin animé. Il lui dit, mais jamais. C'est parce qu'enfin, sinon... T'es clitoridienne, c'est ça ? Non, il faut le dire, hein. Tu savais que Freud décrit le plaisir clitoridien comme infantile et qu'une femme adulte est vaginale ? Je vais te vaginaliser, moi, tu vas voir ce soir. Mais le vagin est très peu sensible, sinon tu imagines la douleur pour accoucher, voilà, par stimulation indirecte ou directe de l'orgasme est procuré par le clitoris. Et donc là, il se vexe, son copain. Voilà, il se vexe et ça se passe pas du tout bien. Et ils finissent par une levrette un peu brutale où il lui tape la tête contre le mur parce qu'il s'en fout finalement. Bon, ce que je veux dire par là, au-delà de l'aspect un peu grivois et du reste, c'est... Cette infirmière a vraiment pas de chance. Oui, elle n'a pas de chance, elle rencontre beaucoup de gens qui pensent à leur plaisir. On pensait que finalement, après 68, on était plus à l'écoute du plaisir de l'autre et dans le partage, et finalement pas du tout. On pensait que les normes sociales avaient éclaté, on n'avait plus envie de faire comme papa-maman, parce que finalement, elle le quitte, elle avorte, elle le quitte, et sa mère, elle dit à sa mère, je suis qu'une mère, elle dit non, au contraire, t'es très courageuse, moi j'ai pas osé le faire. Voilà, il y a quand même un drôle de retour moral qui s'est passé en peu de temps. Donc la pression sociale, l'horloge biologique, faut avoir un enfant, faut se caser à tout prix, au point parfois d'être avec un connard avec lequel on n'a finalement aucune affinité. Mais ça se termine de façon optimiste, puisqu'elle repart, elle est libre, et puis elle habite au-dessus d'un tilleul, c'est très beau un tilleul. Voilà, et puis ça ira mieux la prochaine fois. Aude Picot ? Aude Picot, chez Dargaud. Idéal Standard. Voilà, le dernier album. En vous remerciant. Ah, mais vous nettoyez après parce que vous êtes chez moi, je vous le rappelle. Merci beaucoup, Président. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et à ce moment de l'émission, nous allons laisser le micro pour 4-5 minutes à nos deux spécialistes de jazz bizarre ici dans Caramel Mou. Manu Muret, autre habitué de ces studios, puisque Manu Muret, lorsqu'il ne fait pas des chroniques dans Caramel Mou, fait une émission ici à Radio, le jeudi soir aux alentours de 21h, si je me souviens bien. Bonsoir Manu. Bonsoir, tu te souviens très bien. Voilà, et puis également sur ma gauche, Jean-Pierre Lérac,
je le répète ici suffisamment pour que tout le monde s'en souvienne, la caution culturelle et morale de cette émission. Et donc, actualité jazz bizarre plutôt riche en ce mois de mars. Je vous rappelle que nous sommes le vendredi 10 et à partir du 10 mars, il y a plein de choses pendant tout le mois à Toulouse. On commence avec Manu. Ouais, ça se bouscule là. Je vais essayer de citer, c'est une espèce de contrainte olivienne. Je vais vous citer un nombre incalculable de groupes avec un nombre incalculable d'assauts et de lieux, histoire de vraiment vous embrouiller. Mais c'est vrai qu'il y a un programme extrêmement riche. Ça commence demain au Dada avec une soirée proposée par le comité d'entreprise, qui est une toute nouvelle asso, et que je ne saurais que trop vous conseiller, mon cher Joe, de vous pencher sur ces petits jeunes qui nous font des programmations vraiment de très très bonne aloi. Et ça fait bien plaisir. C'est le comité d'entreprise, donc ça se passe chez Dada et c'est demain soir. Si je ne m'abuse. Dada, c'est où? Rue Honoré-Serre. Voilà. Et c'est pas demain soir. Oui, si, c'est demain soir, puisque nous sommes diffusés vendredi. Que voilà. Nous sommes le 10 mars, donc c'est le samedi 11. C'est ça, voilà, tout à fait. Le 11. Et le 13, au même lieu, là, le Dada, là, c'est l'ami Eddie Boubaker qui organise ça, un concert de violon solo de Prune Béchaud. Excellente violoniste qui sort des sons assez hallucinants de son violon. On est très très loin des 4 saisons de Vivaldi pour notre plus grand bonheur. C'est vraiment très bien. Je vous recommande particulièrement ce concert. Je vous rappelle qu'en ce moment, c'est la saison des 4 saisons de Vivaldi, puisque c'est l'hymne officiel du Carnaval de Venise. D'accord, voilà. J'ignorais. Voilà. Ok. C'est aussi l'hymne officiel de toutes les musiques d'attente de quelque administration que ce soit sur ton téléphone. Donc exactement. C'est un grand hymne très officiel. Là, on va s'en éloigner un peu avec Prune Béchaud. Prune Béchaud, ça va être assez loin, je confirme. Ouais, assez loin. Enfin, ça va être une saison, mais ça va être très très bien, donc vraiment très recommandé. Ensuite, il arrive le jeudi de tous les possibles, le jeudi 16. Alors là, c'est affolant parce que c'est le début du festival Sonic Protest. Ça se passe à la Maison Salvant, je crois que c'est à La Beige, avec une installation sonore qui promet d'être magnifique. De Pierre Berthet, ouais. Voilà. Pierre Berthet, Nakajima. Ça va être quelque chose de très très bon. C'est le début du festival Sonic Protest. Je reviendrai après sur la suite. En même temps. Voilà, dans la Maison Salvant, c'est bien à La Beige, c'est un centre d'art contemporain. Tout à fait, voilà. Et c'est une installation vraiment avec pas mal de jouets notamment, mais qui vaut vraiment le coup d'être vue et entendue. Il y aura une soirée proposée par le collectif La Main Mouche, dont je fais partie. Ça va se passer à Sambarésie. Une soirée coproduite avec Mande à la bouge. Voilà, j'ai dit que j'allais citer les tas de noms d'assaut. Donc voilà, La Main Mouche, Sambarésie, Mande à la bouge. Les deux groupes, c'est Electric Vocuila, les Tourangeaux excellentissime, qui propose un jazz plutôt groovy et chaloupé et de très bonne aloi, qui seront précédés par les Toulousaines de Veluxed, qui proposent une noise répétitive jusqu'à la trance. De fort bonne aloi aussi. Donc ça, c'est le 16 mars. Ça, c'est le 16 mars, ouais, tout à fait. Et encore, je crois qu'il se passe d'autres soirées. Ouais, il y a également le début du festival Bruissonnante, puisque nous avons fait une chronique la semaine dernière sur ce festival qui va durer donc 16, 17, 18. Et où également il y aura beaucoup de musique improvisée. Au théâtre du Hangar. Et aussi des poètes. Mais voilà. Ce jour-là, notamment Laurent Abizou qui feront un solo ce jour-là, le 16. Ouais. Ouais, donc vraiment une actualité super riche. C'est vraiment le jeudi il faudra pas rester chez soi parce qu'il y aura vraiment beaucoup de belles propositions. Et ensuite, j'en arrivais au gros du Sonic Protest, le festival Sonic Protest, qui pour le coup est une coproduction entre Un pavé dans le jazz, Eddie Boubaker qui est toujours là, Anarchie dans le Yucca aussi qui est toujours là, Mixart Miris propose donc une grosse soirée, c'est le vendredi 24, avec des groupes assez fabuleux. C'est Sonic Protest, pour resituer, c'est un festival parisien de musique différentes et radicales. Et ils ont eu la bonne idée d'essayer de faire tourner un peu les groupes qu'ils faisaient venir pour faire des petits Sonic Protest un peu partout. Donc on a foncé dans le tas pour le faire à Toulouse. Ça se passe à Mixart Miris. Il y aura le groupe The End, trio violon, basse, batterie, apocalyptique, mais vraiment apocalyptique. C'est ce qui se passe une fois que l'apocalypse, c'est à peu près ce qui reste, c'est The End. Je vous rappelle que l'apocalypse, on sait à quoi ça ressemble. Et maintenant, c'est Vauquier qui nous l'a dit. Ah oui, c'est vrai. L'apocalypse, c'est le jour où Fillon dira « Je ne suis pas président ». Et ben voilà. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Non, mais on a quand même une définition officielle de l'apocalypse. C'est vrai. Mais donc là, voilà, Fillon va annoncer son retrait le 24 mars, comme quoi les catholiques peuvent se retirer aussi. Voilà. Et Zien finira l'apocalypse. Voilà, c'est ça. Exactement. Et après l'apocalypse, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir les Flying Glutenbachers, un groupe mythique de la scène noise américaine des années 90. Un groupe vraiment...
qui ne... Comment dire, noise, c'est pas pour faire joli, histoire de trouver un adjectif, c'est vraiment du brutal et c'est vraiment du très très bon. Le groupe se reforme exprès pour le Sonic Protest, on a vraiment de la chance de les avoir. Et après eux, il y aura les Bordelais de Happy Wheeze, un petit peu plus délurés et qui ont quand même beaucoup de choses intéressantes à dire. Un groupe emblématique bordelais qui existe depuis très longtemps, qui est un groupe extraordinaire. Qui vient du collectif Les Potagers Nature. Voilà. Pas assez cité de collectif ce soir. De la fameuse scène bordelaise. Ouais, très riche. Donc ça, vraiment, faut vraiment pas rater cette soirée-là. Ça se passe à Mixart Myri, c'est entrée à prix libre. Donc voilà, c'est incitation à la curiosité. Simplement la date le vendredi 24 ça, c'est le 24 mars. Et c'est pas fini puisque ça se terminera avec un truc complètement improbable, un groupe de hardcore indonésien qui s'appelle Zoo, Z-O, comme un zoo, mais ça se prononce Zoo. Et alors pareil, c'est du sauvage, sans spécialement renier les racines. C'est pas pour faire joli que c'est un groupe indonésien, ils font pas du hardcore américain. Non, il y a vraiment, on sent aussi le côté tribal. Très étonnant, vraiment. Ah ouais, le chanteur qui fait partie du projet Senyawa, qui est oui, très étonnant et très fort. Un groupe à vraiment pas manquer. Donc c'est une soirée réellement exceptionnelle qui se prépare au Mixart Myris. Et le Sonic Protest prend fin le lendemain. Et là, on retombe chez IPN. Ouais, voilà, on boucle la boucle, on retombe chez IPN, rue des Jumeaux, pour une soirée projection autour d'un documentaire autour du cinéaste musicien Tony Conrad. Il y aura des interventions musicales, notamment Joaquin Rodriguez et Lucie Larric, qui vont faire des petites improvisations pour l'occasion. Un deuxième film, je pourrais pas trop vous en parler par contre, mais voilà, encore une soirée très riche. Encore une fois, c'est entrée à prix libre, donc voilà, encore soyez curieux, venez nombreux. On a vraiment de la chance de pouvoir organiser ce genre de soirée, faire venir ce genre d'artistes à Toulouse. Ça n'a pas toujours été le cas. En ce moment, c'est très très riche Toulouse là-dessus, donc profitons-en, quoi. Voilà, donc ça c'est à partir du 23, 24 et 25 mars prochain. Ce mois de mars va être terrible, il va y avoir des choses partout. Et pour en ajouter, parce que ça suffira pas, il y aura en plus le 15 un concert de Magma. Je sais que ça vous fait plaisir. Ouais. Et donc, moi j'ai un très mauvais souvenir d'une reformation de Magma, mais on ne sait jamais, ils se sont peut-être améliorés. Ils se sont améliorés, c'est-à-dire ça fait 35 ans qu'ils jouent. Donc, ouais, mais depuis 10 ans, ils apportent plus grand-chose. Mais, voilà, ça serait un éternel problème entre nous, Jean-Pierre. Je voulais quand même en parler parce que peut-être quand ils ont changé de chanteur. Juste une petite anecdote, mais vous le savez, moi-même j'ai habité sur la planète Kobaya. Mais ça se voit. De temps en temps, on se dit que vous en êtes toujours pas descendu. Et moi, j'en suis redescendu, mais il y en a qui y sont restés. Ça fait 40 ans qu'ils sont sur cette planète. Moi, juste pour l'anecdote, quand même, ça a été le premier concert auquel j'ai été autorisé d'aller. J'habitais dans un coin assez reculé, dans une famille assez pratiquante et tout ça. Et donc, j'ai eu l'autorisation d'aller voir un concert qui était à Revel. Donc, je me suis bien habillé et tout, quoi. Et j'avais l'autorisation d'aller voir. Et je dois dire que ce jour-là, ça a été franchement le choc de ma vie. Il y a le ciel qui m'est tombé sur la tête. Je raconte souvent ça. Ça m'est plus jamais arrivé au niveau musique. Je suis sorti, j'ai mis demi-heure pour me remettre. Je savais pas ce que je venais de prendre. Je suis resté 10 ans en état de choc là-dessus. Et voilà, donc... Alors maintenant, quand même, Magma à Revel, ça c'est incroyable. Ils se sont fait connaître justement en faisant une tournée dans des petits lieux. Et donc je prenais la 2 chevaux, pendant 10 ans, je sillonnais la France pour aller voir tous les concerts de Magma. Et voilà, après, dans les années 80, ils ont fait avec Euphoring, je me suis un peu détaché et puis je suis revenu sur Terre. Mais je suis toujours quand même un œil sur cette planète et j'y reviens de temps en temps toujours avec plaisir. D'autant plus que bon, c'est vrai que même si le groupe maintenant n'a pas la puissance qu'il avait dans les années 70, c'est peu dire. Mais je vous trouve très sévère là-dessus parce que c'est quand même assez encore incroyable. C'est d'ailleurs la preuve, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à aller voir Magma. Alors Magma, juste, on va en écouter un moment, mais c'est le seul groupe qui justement depuis plus de 40 ans continue à jouer et qui n'a jamais arrêté. Alors évidemment, on pourrait dire la même chose des Rolling Stones, sauf que ça fait plus de 30 ans qu'ils font de la daube, mais sinon ou alors certains groupes qui pour améliorer leur retraite ressortent comme ça. Mais là, ça n'a rien à voir. Magma n'a jamais arrêté, en fait, et ça reste quand même quelque chose d'assez toujours impressionnant. Bon, simplement rappelez-nous où est-ce qu'il joue et à quelle Alors, il joue au Bikini le 15 mars. Voilà, et donc j'ai amené un petit morceau. En plus, je me suis fait un petit clin d'œil, justement, on parlait de cette époque où je les ai découverts. On va parler justement d'un morceau qui s'appelle Kobaya, qui était sur le premier album de Magma. Et là, on a passé un enregistrement qui a été un enregistrement de live en 75 au Théâtre du Thor, qui, je vous le rappelle, était quand même à l'endroit où se trouve maintenant la Cinémathèque. Voilà, donc, et j'étais à ce concert. Bon. Voilà, j'étais à ce concert. C'est vous la personne qu'on va entendre crier pendant ce morceau ?
Non. Christian, reviens. Non, c'est Voilà, pas je ça. savais que vous allez tourner en dérision ce côté sur Christian. C'est vrai que ce personnage est assez dérangeant, mais le travail. Donc Christian Vander. Voilà, Christian Vander, qui est un personnage assez. Je défendrai pas ce personnage qui est des fois un peu troublant, mais son travail avec Magma est quelque chose de vraiment unique au monde et sur ces 50 dernières années. Voilà, Ça, donc vous l'aurez compris, Jean-Pierre Lérac est un fou de Magma. Je peux rajouter, il y a une petite vidéo qui circule sur YouTube délicieuse que je vous recommande particulièrement, qui se passe juste au moment de ce live où les musiciens de Magma, quelques heures avant, vont dans les rues pour essayer d'inciter le badaud. Dans les rues de Toulouse. Ouais, place du Capitole notamment. En plus, tu vois le Capitole à l'époque, dans les années 70, pour inciter le badaud à venir assister au concert, dire c'est la grande messe de Magma. C'est très très drôle. Là, pour le coup, Vander, il est plutôt marrant dans cette vidéo-là. Blast Keys au Capitole, ça passe pas inaperçu. Ah, il y a un curé qui passe, il dit monsieur le curé, c'est la grande messe Magma, il faut absolument que vous veniez. Enfin, c'est très très drôle, ouais. Ça dure 3-4 minutes. Pour la première fois dans l'histoire de Caramel Mou, un morceau de Magma. Eh bien, très bien. Allez, c'est la seule fois. Magma, tout de suite. Et donc, je le rappelle, le 15 mars à Toulouse, au Bikini. Donc Magma enregistré il y a une trentaine d'années au Théâtre du Thor, anciennement un théâtre sur ce qui est actuellement la grande cinémathèque de Toulouse. Magma, le groupe fétiche de Jean-Pierre Lérac, et puis c'est son histoire, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, quand même, le solo là, c'était quand même quelque chose. Il faut rappeler qu'Antoine Decaune a commencé sa carrière avec Magma à la télé. Dans les années 77-78. Antoine Decaune est un cobayen. Son premier reportage de télé était la retransmission en film documentaire d'une tournée de Magma. C'est un fou de Magma. Voilà. Bon, comme quoi, même les meilleurs aiment Magma. Va falloir peut-être que je m'y mette. Donc Magma, le 15 mars au Bikini, concert chaudement recommandé par Jean-Pierre Lérac. Allez, c'est dit, et on passe à la suite. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Pierrick Rouquette a l'esprit station? J'ai pas amené ma bouée en tout cas. Ah mais ouais. Pas très fair play. Ouais, et moi je devais amener un matelas pneumatique pour faire le selfie dessus. Je l'ai pas amené non plus. On fera comme on pourra. Pierrick Rouquette, nous étions en détresse, dont nous vous avons demandé de venir faire une chronique. Quand ça va pas, vous m'appelez, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Au moins ça nous remonte le moral à défaut de faire autre chose. Eh bien ouais, c'est le moment de continuer. Eh bien je vais vous dire, longtemps je me suis couché de bonne humeur. Ah ouais. Et puis un jour, je me suis intéressé à la politique. Et depuis, je fais la gueule. Bon, tout le monde l'a compris, ce coup-ci, quel que soit le scénario qui se profile pour l'élection présidentielle, c'est même pas la peine de croiser les doigts. Il n'y a qu'à faire une chose, c'est serrer les fesses. Ceci dit, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous conveniez avec moi que sans une formulation précise, méticuleuse, où chaque mot est dûment pesé, on n'expose que des opinions simplistes ou peu rigoureuses. Aussi, pour le dire d'une façon qu'on me reprochera peut-être d'être un peu trop alambiqué, quelle grosse salope cette Le Pen, hein ? Quand j'étais petit, on considérait les électeurs FN comme des sales types, infréquentables, racistes et fachos, des skinheads, ou la honte, touche pas à mon pote et vive le scalp. Et voilà, c'est tout. Et puis, il y a eu l'élection de 2002, Jean-Marie Le Père, au second tour. Et là, les médias se sont dit qu'il faudrait peut-être qu'ils s'intéressent d'un peu plus près à ces électeurs, parce que finalement, peut-être qu'on ne comprenait pas bien ce qu'ils étaient, ça pouvait pas être tous des nostalgiques de Charles Maurras, surtout qu'ils commençaient à devenir vraiment nombreux, les cons. Et d'ailleurs, 25% de l'électorat ou presque, ça devenait aussi une part d'audience non négligeable, donc raison de plus pour cesser de les traiter par le mépris. Excitent donc petit à petit les salauds de fachos et les tocards haineux de néo-nazis. En une quinzaine d'années, les électeurs FN devinrent des victimes de la crise économique, des laissés-pour-compte de la République, légitimement écœurés par la corruption des élites et des puissants.
et accessoirement dégoûté par la fatuité des journalistes, mais ça, les journalistes étaient quand même moins nombreux à le souligner. Bref, le vote FN est devenu le vote des blousons noirs de la République, ceux dont on peut comprendre que leur désespoir les conduit de temps en temps à balancer, sous le coup de la colère, un cocktail Molotov dans les urnes. Ou un arabe dans la Seine. Même, plutôt les électeurs. Ils jouent plus à ça maintenant, vous savez, ils se contentent de voter. Même si à côté de ça, un jeune de banlieue qui incendie un autobus après une bavure policière reste un dangereux irresponsable, un émeutier inconséquent, un provocateur inepte dont on doit fermement condamner les actes au risque de voir sinon s'effondrer les fondements de la République. Bref, à partir d'une prise de conscience, somme toute nécessaire, les médias se sont fabriqués une jolie histoire, un mythe, derrière lequel, déculpabilisé, peut aller se cacher le bon français, qu'en a marre, parce que c'est toujours les mêmes qui zutent, c'est vrai, fait chier quoi, à la fin, merde. C'est même pourfendeurs, souvent de l'idée laxiste, que c'est pas moi, c'est la faute à la société, se sont trouvés une belle excuse. Je ne voudrais pas être aussi condescendant ni ridicule qu'un éditorialiste de France Inter essayant par la voie des ondes de dissuader de voter FN un auditeur de RMC, mais je continue. Parce que bon, aveuglés par la colère du désespoir, je veux bien, mais ils sont pas sourds pour autant, les électeurs FN. Ils entendent ce que dit la Marine nationale, non? Ils savent très bien pourquoi ils votent. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, ils sont pas racistes, ils sont juste en colère après le système, c'est tout. C'est juste des petits blancs déclassés, comme ils disent. C'est pas qu'ils accusent les Arabes de leur voler leur boulot, c'est qu'ils se disent que si ça continue, ils vont finir par être aussi pauvres que des bougnoules. C'est ça qui les met en colère, tu comprends? Et là, intermède. Paf, révélation du canard enchaîné. Fillon se fait prendre la main dans la caisse en pleine campagne électorale. Du jamais vu. Mais tant pis. Même avec écrit voyou sur le front, il reste candidat. Il est trop tard pour le remplacer. Ah bon, il n'y en a pas d'autres de dispo à droite. Des voyous? Non, des candidats. Bessie, mais tant qu'il n'est pas reconnu coupable, il est présumé innocent et donc il peut continuer à concourir. C'est vrai. Et puis, s'il est élu président et qu'ensuite il est condamné, le juge d'application des peines aura certainement la mansuétude d'aménager sa condamnation pour qu'il puisse sortir de prison le mercredi pour assister au Conseil des ministres. C'est cool. Alors ça, les électeurs FN, tu m'étonnes que ça leur plaît. Salaud, on le savait que t'étais un voyou. Le Pen présidente, Le Pen présidente. Sauf que bing, Marine, pareil, elle se fait choper à taper dans la caisse elle aussi. Mais ça n'émeut pas les électeurs. En fait, on découvre qu'au fond, quand un politique tape dans la caisse, il s'en fout, l'électeur FN. Lui, c'est pas un justicier, c'est pas Robin des Bois. C'est un desperados, je te rappelle. C'est Joe Dalton, lui, en fait. Ce qui l'indigne, c'est de ne pas avoir pu se foutre un peu du magot dans les poches au passage. Anti-système en allant voter Le Pen, mon cul, oui. Et puis d'abord, ce n'est pas en allant voter qu'on est anti-système. Quand on est anti-système, on vit hors du système. On va élever des chèvres en Ardèche ou on va planquer son fric en Suisse. Voilà ce que c'est des gens anti-système. Et voilà, on en est aujourd'hui. On a l'impression que ceux qui vont encore voter, ce sont ceux qui détestent la politique et que ceux qui s'abstiennent sont les seuls que ça intéresse vraiment. Les abstentionnistes, ils vont encore se faire tirer les oreilles au soir du premier tour. Ils vont encore se faire entendre dire « Mais putain, pense un peu à tous ceux qui, dans le passé, vivant sous le joug de la tyrannie, se sont battus pour le droit de vote, parfois au péril de leur vie. » Et ceux qui vont voter, pensez-y aussi un peu, hein, quand même. Et demandez-vous si c'est pas plutôt à chaque fois que vous glissez le bulletin d'un imposteur dans une urne que ceux qui se sont battus pour le droit de vote se retournent dans leur tombe. Ben voilà, vous l'avez compris, à Caramel Mou, la campagne électorale vient de commencer. Et Pierrick vient de nous dire, juste avant de commencer cette chronique, que dorénavant, il viendrait nous parler de cette campagne électorale régulièrement dans Caramel Mou. Plus pourri qu'un candidat présidentiel. Qu'il en soit ici remercié, Pierrick, à bientôt. Angry as a child, I am
caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Daphne, I love you. Voilà, on vient d'écouter Invoke, un morceau de Polaroid de Sui, nouveau groupe qui vient de sortir son premier album Reverse, sorti ces jours-ci. Mélange de pop acidulé, tendance synthétique. Et voilà que vient d'arriver du Diable Vauvert. Il est tout en sueur, nous sommes en train de l'éponger avec une serviette parce qu'effectivement, il a couru rue de la République pour rejoindre ce petit studio de Radio. Fred Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Ouais, je n'aurai que quelques mots à dire, épongez-moi. Voilà, exactement. Vous avez vu petite fée de la FM partout. Partout. Petite fée un jour, petite fée toujours. C'est ça passe partout, petite fée de la FM. Tout à fait. Donc, outre la chevauchée effrénée que vous venez de faire dans les rues... Je viens de loin. Ah, ben, je viens de loin, je viens des Minimes, c'est loin. Ouais. C'est hyper loin. Et à la course, vous êtes bon pour vous inscrire pour le marathon l'année prochaine. Plaisanter là-dessus, mais je n'en suis pas si loin que ça. Bon, très bien, nous le ferons ensemble si vous voulez. Mais avec grand plaisir, plaisir. Mais je veux... Je vous entraînerai et vous m'épongerez. Oui, exactement. Bon, vous éponger, c'est mon rêve le plus intime. Bon, on parle de quoi ce soir, Fred ? Alors, écoutez, comme je n'ai absolument rien préparé, évidemment. Voilà, parce que j'ai terminé cette journée un peu tard, et puis j'avais des problèmes de chien, tout ça. Voilà. Ouais. Donc, votre vie privée, je croyais que c'était des chats que vous aviez chez vous. Aussi, c'est une petite ménagerie. Vous savez qu'à mon grand âge, il faut que je sois entouré d'animaux fidèles. Voilà. Il manque plus que les canaris. Un petit canari, ça devrait aller dans votre petit studio Kitchenette. Mais tout à fait. De quoi qu'on cause ? Je vais causer Cinémathèque. Voilà, je vais faire de l'annonce, mais de l'annonce de qualité. Ah bébé, voilà, c'est la marque de fabrique de caramel mou. Voilà, exactement, je tenais quand même à le préciser. Donc, alors là, ça va aller bien sûr très vite parce qu'on arrive à la fin d'un programme. Donc, c'est le programme du mois de mars. Alors, on va se précipiter sur les derniers films d'Akira Kurosawa. Alors, je sais bien qu'il y a un certain snobisme cinéphile qui fait que, mais Naruse c'est mieux, mais Kobayashi c'est mieux, et Kurosawa on les a déjà vus, gna. Bon, non, ça c'est vrai, non. Kurosawa on les a déjà vus. Non, mais on peut les revoir revoir. Moi, il y en a que j'ai vu 3, 4, 5 fois. Donc ça, c'est absolument formidable. On ira voir Ran. Par exemple. Alors Ran, c'est long, mais c'est bien. Voilà, c'est adapté de Shakespeare. De Shakespeare, c'est le roi Lear de Shakespeare. Voilà, version Kurosawa. C'est absolument magnifique. Hein. C'est une épopée. Je vais pas m'étaler. Qu'est-ce qu'on pourra voir après ? Vous avez failli le faire dans l'escalier, ça suffira. Tout à fait. On pourra voir l'incroyable, le sublime, les 7 samouraïs, par exemple, le samedi 11 mars. Celui-là, on vous l'a bien placé. Voilà, qui sera projeté dans sa version complète. Voilà. Pourquoi la version que l'on connaît a été amputée ? Les versions que l'on connaissait avant, en fait, il y a eu plusieurs phases en fait au 7 samouraïs, dont une phase horrible d'ailleurs qui était le film était scindé en 2. Voilà, donc c'était 2 parties d'1h30 et tout. Bon là, c'était vraiment pas terrible. Il me semble que jeune, j'avais vu ça au cinéma de minuit. Oui, tout à fait. Et ben c'est ça, c'était en 2 parties. Voilà, ça avait été diffusé en 2 parties. Donc là, est-ce qu'il faut que je revienne sur les 7 samouraïs ? Franchement. Non. Et on va même éviter de dire qu'on en a tiré un western célèbre. Voilà, tout à fait, qui s'appelle les 7 on le dira pas. Mercenaires. Voilà. Alors je vais faire une petite parenthèse avec les 7 mercenaires. Alors qui a connu un remake. Et alors je sais pas. Il y a très peu de temps. Voilà, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les affiches des 7 mercenaires. Il y avait j'ai pas compris la campagne de pub. Soit le garçon qui a fait ça avait énormément d'humour, soit je ne comprends plus cette époque, puisque c'était. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y avait cette belle affiche là avec tous ces cow-boys et tout dessus. Et il y avait un film éblouissant. Voilà, et c'était que des petits. Mais ça se fait maintenant, on s'est tiré de Twitter, on tire des trucs de Twitter, on colle ça sur les affiches et tout. C'est royalement débile, mais ça m'a fait rire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Hop, on la referme. Donc les 7 samouraïs. Voilà, les 7 samouraïs, on rate pas. Le samedi 11 à la Cinémathèque. Voilà, il y aura Chien enragé, il y aura Rashomon. Ça, c'est voilà. Rashomon, donc... le premier film d'hôpital depuis toutes les séries américaines s'y sont mis. Oui. Ah, bravo. Alors là, on apprécie. Voilà, c'est ce qu'on appelle
l'humour. Mais C'est ouais. l'humour de Caramel Mou. Ouais, ouais. C'est l'humour de Joka. C'est Voilà. formidable. Je suis ravi d'être ici. Il est 19h, Joka se lâche. Voilà, non, Rashomon, c'est le film qui a fait connaître Akira Kurosawa. Voilà, et qui a fait beaucoup pour le cinéma japonais, vu que ça a gagné plein de prix partout. Des prix d'ailleurs complètement mérités. Et donc, c'est une sombre histoire de meurtre. C'est complètement fascinant au niveau mise en scène. C'est vu de plusieurs points de vue pendant le procès, etc. Et donc, en fait, finalement, on ne connaîtra jamais la vérité, mais on aura une vue en coupe de cet événement. Donc, ça, c'est absolument remarquable. Et je vais clôturer en annonçant ce qui va arriver donc, à la Cinémathèque pour les 2 mois prochains, parce que là, il Donc, va y avoir du avril et mai. lourd. Voilà, il y a quelque chose qui va vous plaire. Si je vous dis Frédéric Wiseman. Ah, hein oui. Voilà. Donc, documentariste émérite qui a, enfin, j'allais dire inventé, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui a mis en place un dispositif pour ces documentaires qui est complètement fascinant. C'est ce qu'on appelle le cinéma direct. Voilà, avec caméra. Voilà, À l'épaule. c'est-à-dire qu'en fait, les documentaires, on est habitué, bien sûr, à la vieille école, avec les interviews, un peu de musique, voilà, un peu de montage, etc. Et comme ça, on va vous comment dire, vous induire en fait sur une piste ou sur un avis. Avec Wiseman, en fait, lui, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui tourne énormément. Ces films, en fait, prennent des mois et des mois et des mois à faire. Il n'y a pas de commentaires et il n'y a pas de musique, donc pas d'interview. Aussi, donc c'est brut de décoffrage, etc. Et c'est quelqu'un qui a petit à petit en fait dans son cinéma qui a démonté une à une les institutions en fait américaines, mais pas que. Alors là, on va passer le plus célèbre en fait qu'il ait fait, c'est Titicut Follies, voilà, qui est un film, qui est un film terrible. Hein, c'est tourné dans ce qu'on peut appeler un asile pénitentiaire. Voilà, ça a été fait en 67 et alors là, pour tout vous dire, donc c'est un film américain et pour tout vous dire, aux États-Unis, il n'est sorti qu'en 92 parce qu'on s'est dit c'est pas possible, nos institutions pénitentiaires ne peuvent pas être comme ça, on ne peut pas faire ça à un être humain. Ben si, hein, voilà. Donc ceci dit, ça a eu gros succès partout. Qu'est-ce qu'on va passer aussi? On va passer l'incroyable Hospital. Voilà, donc Hospital en fait qui suit. Alors on a l'habitude de dire ça se passe aux urgences en fait, mais pas que. Donc c'est un petit peu la vie d'un des plus gros hôpitaux, en fait de la ville de New York. Alors ça c'est fascinant et c'est quasiment les seules personnes qui ont été en fait parce que Wiseman bien sûr ensuite fait des projections en fait. Donc là c'était le personnel de soins. Ça a été la seule fois où les gens se sont montrés en fait contents de ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer un très beau film aussi sur l'Opéra de Paris. Voilà, il a fait un film sur l'Opéra de Paris, voilà, on va dire de la cave au grenier. Voilà, les petits rats de l'opéra. Ça dure quelque chose comme 4 heures. Alors ça peut rebuter, hein, on se dit aïe, 4 heures de petits rats de l'opéra, on va jamais tenir. Si, c'est complètement fascinant. Moi je le conseille fortement. Il a fait aussi un très beau film sur la National Gallery. Voilà, c'est un peu la vie en fait, c'est un peu la vie secrète de ces institutions en fait qu'on découvre. Et en fait, c'est un garçon qui n'est jamais tendre, Wiseman. Ça aussi, il faut le savoir. Il va, je dis pas qu'il va aller chercher la petite bête, il laisse les choses se faire. Et en fait, c'est très bien de voir le déroulé de tout ça. Donc voilà, faut pas être rebuté par la durée de ces choses-là, je vous garantis, parce que même moi, je m'y suis laissé prendre. Et Dieu sait que moi, je suis très formaté 1h30. Hein, voilà. Donc, Wiseman fait dans la finesse, là où Michael Moore passe au bulldozer. En fait, c'est l'antithèse de Michael Moore. Voilà. Mais du coup, c'est beaucoup plus fin. Voilà. On en arrive à des espèces de subtilités que en fait, Michael Moore ne pourra jamais sortir. L'équivalent de Wiseman, alors pour recadrer aussi les trucs, l'équivalent de Wiseman, ça pourrait être Raymond Depardon. En France, voilà. Puisque Raymond Depardon, en fait, a calqué son dispositif en fait sur celui de Wiseman. Ouais. Donc Wiseman à la Cinémathèque rétrospective. Oui, rétrospective. Tout au mois d'avril. Alors, il y aura pas tout, parce que là, sinon, on n'en finirait plus. Mais il y aura il y aura à peu près une quinzaine de films. Et on a mis ça en regard aussi avec un cinéaste qu'on aime bien. Alors, Wiseman fera une intervention par Skype.
Ah, ça va être technologique. Hein. C'est la Cinémathèque, c'est technologique si ça marche. Voilà. Et ensuite, on recevra un garçon absolument charmant qui s'appelle Jerzy Skolimowski, que vous connaissez peut-être, qui est un cinéaste polonais. Mais qui est pas ça au nom, on s'en serait douté. Qui n'est pas resté très très longtemps en Pologne, vu qu'il s'en est fait sortir, voilà, à cause d'un film. Et Jerzy Skolimowski, c'est cette nouvelle vague polonaise avec Roman Polanski. Voilà, c'est les cinéastes qui ont commencé. Voilà, nouvelle vague polonaise, c'est la nouvelle vague polonaise des années 70. Des années 60. Non, des années 60. Même des années 60. Mais Skolimowski fait encore des films. C'est quelqu'un qui a été très nomade, qui est parti, qui a tourné en France, qui est resté un petit peu en France, qui est parti en Angleterre. D'Angleterre, il est parti aux États-Unis, où il a fait un super film d'ailleurs, un super polar qui s'appelle Le Bateau Phare. Et on a cru que là, carrière américaine allait démarrer, mais c'est un peu une tête de pioche, le garçon. Donc du coup, il est revenu en Pologne, en fait, pour faire un film d'ailleurs complètement raté, mais qu'on va passer, hein, parce que pourquoi passer que des bons films, ce serait ridicule. Et en fait, il va s'arrêter pendant 17 ans de faire du cinéma, il va devenir peintre. Voilà. Je vous conseille aussi de voir ces toiles, elles sont vachement bien. Et là, pour le coup, on va quasiment tout passer, enfin quasiment tous les longs métrages, mais là, il faut y aller surtout pour 2 longs métrages. Donc il y a un film par contre très marqué 70 qui s'appelle Deep End, alors ça peut-être que vous connaissez, qui est un des meilleurs films que j'ai vu sur l'adolescence et l'éveil des sens, voilà, où on a un adolescent en fait qui travaille dans une piscine. C'est très très bizarre, ça pourrait presque être une comédie teenage très très vulgaire, mais ça a un petit côté fantastique. Enfin voilà, on peut pas le ranger dans une case. C'est centré sur cet adolescent et sa découverte donc de la piscine, et c'est absolument formidable. Et surtout des adolescentes qui sont dans la piscine. Et justement, c'est pas des adolescentes, c'est des gens, enfin c'est des jeunes filles un petit peu plus âgées. Voilà. Donc ça, il faut pas le rater. Deep End, grand film des années 70. Et l'autre, par contre, qui est beaucoup plus récent, qui est un film de 2009, qui s'appelle Essential Killing. Alors ça, c'est dommage. Ça a été un peu une sortie un peu sabrée en France. C'est ce qui s'appelle un survival. Vu que ça va être en fait un moudjahidine en fait qui va se retrouver en fait capturé par des soldats américains. Et on a son point de vue en fait, donc du coup plongé dans le noir et tout, etc. Et pof, le garçon se retrouve donc en Pologne. Voilà, dans la neige, il va y avoir un accident, il va se libérer. C'est un film où il n'y a aucun dialogue, c'est juste ce garçon dans la neige, on ne sait pas ce qu'il a fait, il est complètement paumé, et c'est la survie. La performance de Vincent Gallo, moi j'appelle ça une performance SM, parce que ce garçon aime bien se faire mal, est complètement extraordinaire, tout passe par le physique, c'est du cinéma à l'état pur, c'est ce que j'appelle du cinéma à l'état pur, c'est filmé, c'est très 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 carré, etc., c'est très court, ça fait 1h20, la fin est absolument sublime, et il y a même, on se permet même des petites touches d'humour un petit peu comme ça, un peu surréel, voilà, pas surréaliste, mais surréel, quoi. Donc ça, Essential Killing, à ne pas rater. Et surtout, au mois de mai, à la Cinémathèque. Et surtout, Jerzy, il sera là. Alors, si le Polonais il est là, non, que on le y va. Toulousain il soit aussi. Exactement. donc voilà, ça, inratable. Vous serez là. Hein. Peut-être pour Vincent Gallo, oui. Ah ben oui, mais ça il faut aller. Je voulais bien placer un dimanche après-midi. C'est pour vous ça. Formidable. Juste après la sieste à 16h. La saison de rugby sera terminée pour le stade toulousain. Formidable. Voilà. Formidable. On se fait une petite sieste et on va voir Essential Killing. Voilà. Donc très bien. Cycle Wiseman au mois d'avril. À la Cinémathèque, et donc cycle, vous allez me rappeler son nom parce que très compliqué. Alors Jerzy Skolimowski. Voilà, mais c'est pas au mois de mai, toujours à la Cinémathèque. Voilà, c'est quasiment terminé. Juste le temps de vous donner. On s'excuse auprès de WeFunk. Voilà, juste le temps de vous donner quelques concerts. Nous sommes dans le 10 mars. On est le 10 mars. Et ce soir, 10 mars, il y a de la chanson ce soir au Bijou à partir de 21h30 avec Ronan, breton installé à Toulouse depuis belle lurette pour de la chanson à l'ancienne, faite d'histoires simples et d'émotions à fleur de peau. Ça se passe donc ce soir à 21h30 au Bijou. Chant yiddish ce soir et demain soir à la Cave Poésie à 20h30 avec Noémie Weisfeld accompagnée d'un trio accordéon, contrebasse, guitare. À l'Impro, toujours ce soir, Artigas Trio, un trio espagnol, guitare, basse, batterie pour un jazz plutôt contemporain. Au Taquin, toujours sur
ce soir du hip-hop avec Poisson Fourrure à 21h. Et puis dimanche après-midi, théâtre d'impro organisé par la Bulle Carré à l'espace Roguet. Début du match à 16h. Voilà, et puis peut-être dernier conseil, ça se passe jeudi prochain avec Frank West, un pianiste de jazz à la salle Nougaro. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute dans ces studios de Radio, peut-être ailleurs, allez savoir. En attendant, Campus est touché, mais toujours pas coulé. Salut les filles. Caramel.